Merci, de la discipline que vous avez mise à faire une toute petite pause pour que nous puissions redémarrer, cette, discussion. Donc, sur le deuxième thème de cette matinée, analysé, dans l'instant avec, 4, chercheurs et chercheuses qui sont avec nous. Anna Colin-Lebedev, vous êtes avec nous, vous êtes maître de conférences en sciences politiques à Paris-Nanterre, à l'Institut des sciences sociales du politique. Vous avez beaucoup travaillé effectivement sur la question des soldats en Russie et des mères de soldats particulièrement, mais aussi de la question de la violence dans la société russe. Et vous êtes intervenu depuis le tout début, le 24 février, beaucoup dans la presse et un peu moins maintenant, d'après ce que j'ai cru comprendre, pour pouvoir donner des clés d'explication à nos concitoyens et concitoyennes. Laure Delcourt, vous êtes donc maître de conférence en sciences politiques à Sorbonne Nouvelle. Vous avez travaillé en particulier sur la question du partenariat oriental, sur la question du rapport entre Union européenne et Russie et ce que les Russes appellent l'étranger proche. Avec nous également Françoise Dessay, directrice du CIRSEC, donc politiste et sociologue. Et on pourra parler effectivement de la question, là aussi, vous avez travaillé sur la violence russe, mais de votre ANR qui porte sur le contrôle et le contournement des frontières numériques en Russie. Et enfin, Denis Eckert, géographe, directeur de recherche au CNRS, qui a travaillé sur la question des frontières et qui participe à un programme de recherche, un projet franco-allemand qui s'appelle Lim Spaces sur vivre dans l'entre-deux, vivre l'entre-deux. On en discutera avec vous. Peut-être pour commencer, en tant que médiateur, en tant que journaliste, je le disais tout à l'heure, la vraie difficulté que nous avons eu à prendre en compte cette nouvelle situation avec l'invasion de l'Ukraine par les Russes, c'était de savoir repérer les chercheurs qui pourraient justement participer, comme vous l'avez fait, je vais vous donner la parole tout de suite, Anna Colin-Lebedev, tout de suite à nous donner une grille d'interprétation, à donner une grille d'interprétation pour un public qui, il faut bien le reconnaître, nous avions peut-être déjà un petit peu des petits éléments, mais un public qui ne savait absolument rien de la situation, qui avait peut-être suivi en 2014 la question de la Crimée et du Donbass, mais qui depuis l'avait plus ou moins oublié, pris par d'autres centres d'intérêt mondiaux. Qu'est-ce qu'il faut dire justement sur cela? C'est-à-dire la nécessité d'avoir des chercheurs qui interviennent tout de suite pour pouvoir donner des grandes lignes et des grandes clés d'interprétation. Je vous donne la parole, je la donnerai ensuite à Françoise Dossé qui l'a fait également comme vous. Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que ce qui a été une rupture pour le grand public qui a découvert avec l'invasion, qui a redécouvert avec l'invasion qu'il se passait quelque chose entre la Russie et l'Ukraine ces dernières années, nous avions l'avantage, nous chercheurs, et on est plusieurs en fait à avoir une expertise et d'avoir travaillé sur le terrain. Nous avions l'avantage de travailler sur cette guerre depuis son début en 2014, enfin 2013, fin 2013, début 2014, depuis la révolution du Maïdan. Donc je dirais que quelque part, les outils intellectuels étaient déjà en place, les personnes étaient déjà en place qui avaient la capacité à décoder, non pas du point de vue militaire, bien évidemment, ça d'autres s'en sont chargés, mais du point de vue voilà, des dynamiques propres à cette guerre, décoder ce qui s'est passé. Et en fait, on est, voilà, la question est plus celle je pense, du mode de communication et de la mobilisation qu'il y a pu y avoir au début de cette guerre de la communauté de chercheurs pour intervenir et pour essayer de donner tout immédiatement des éléments de contexte, des clés de lecture, peut-être d'une manière voilà, accessible au grand public. Vous avez beaucoup utilisé les réseaux sociaux en particulier. Vous avez fait des threads sur Twitter qui ont été très suivis par les journalistes qui étaient en demande justement de connaissances, de compréhension, etc. En distribuant, et c'était peut-être ce qui était tout à fait remarquable dans votre cas, des noms de chercheuses, de chercheurs, de doctorants qui n'avaient pas fini leur thèse, etc. pour pouvoir justement nourrir cette machine médiatique qui est aussi qui a besoin effectivement de savoir et de connaissances pour pouvoir analyser la situation nouvelle.
Bah oui, parce qu'en fait, on est nombreux et je trouvais que voilà, c'est toujours le problème, c'est-à-dire qu'on identifie un certain nombre de chercheurs qu'on va interroger sur tout un tas de sujets sur lesquels ils ne sont pas compétents. Or, il y a des forces vives, notamment chez les jeunes chercheurs et les doctorants. Et donc, assez rapidement, je me suis rendu compte que ces gens-là, qui avaient plein de choses à dire, qui avaient souvent un contact beaucoup plus étroit avec le terrain que nous, parce que les doctorants, par définition, ils sont sur le terrain en train de faire leur enquête, eh bien, ils n'étaient pas forcément alors c'était pas forcément un cadeau non plus à faire aux doctorants que de les lancer dans les décodages médiatiques, parce que c'est quand même aussi une dynamique assez particulière. Mais en tout cas, ces gens-là avaient des choses à dire et des clés à donner, et je trouvais ça important, vous voyez, dès le début de la guerre, d'en dire quelque chose, surtout que sur la guerre en Ukraine. En fait, ce que nous avons constaté depuis le début de ce conflit armé en 2014, c'est que beaucoup de jeunes chercheurs se sont engagés sur le sujet. Et donc, en fait, il y avait vraiment différentes approches et différents aspects qui étaient couverts par des jeunes collègues. Oui, Françoise Doucet, est-ce que pour le CERSEC, évidemment, dont c'est le centre de préoccupation d'une certaine manière, c'était la même approche que celle qui vient d'être décrite par Anna Colin-Lebedev? Je dirais que le premier point qui a été bien souligné par Anna, c'est que cette communauté de chercheurs sur alors ce vaste espace qui va effectivement de l'Europe centrale et orientale jusqu'à l'Asie centrale, en passant par le Caucase et la Russie, une communauté très riche et très diverse, avec chacun différentes approches, différentes compétences, différents sujets de recherche. Et je pense ce qui est vraiment important à comprendre, c'est qu'on ne peut pas être spécialiste. C'est pas parce qu'on travaille sur ce vaste espace qu'on est spécialiste de tout dans cet espace et qu'on peut parler de tout. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel, surtout pour un certain nombre d'entre nous, travaillant notamment, dans mon cas en tout cas, ayant conduit des enquêtes en Russie. Je trouve que c'est vraiment important qu'on soit capable d'expliquer sur quoi on peut travailler, sur quoi on ne peut pas travailler. Et parler de la Russie, ce n'est pas parler de l'Ukraine. C'est une éthique du chercheur, quoi. Une éthique du chercheur, mais qui est aussi un positionnement moral et éthique, puisque il me semble que c'est pas parce qu'on travaille sur la Russie qu'on est capable d'expliquer ce qui est en train de se jouer dans la société ukrainienne si on n'a pas mené des enquêtes de même niveau. Est-ce que les demandes, par exemple, puisque bon, c'est mon métier, les demandes médiatiques sont confuses, disons, ne savent pas très bien ce qu'ils cherchent, ils se disent tiens, je vais appeler Françoise Doucet, elle dirige le CERSEC et peut-être elle va pouvoir me répondre. Est-ce que justement on peut faire dans l'urgence de la demande de réponse, est-ce qu'on peut faire la part entre ce que l'on fait, ce que l'on ne fait pas, comment on réoriente une demande médiatique vers d'autres chercheuses ou chercheurs que vous considérez comme plus compétents ou compétentes que vous? En fait, on a parfois le sentiment que, au prétexte qu'on travaille sur une zone un peu éloignée, une société qu'on connaît mal, on est capable de répondre à toutes les questions sur cet espace. C'est-à-dire qu'on va vous interroger à la fois sur la géopolitique, sur l'économie du pays, sur les forces armées, etc. Donc, il faut quand même qu'on soit capable de dire ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. On ne ferait pas la même chose et de dire non. On ne ferait pas la même chose, je pense, auprès d'un chercheur français compétent sur une question et pas sur l'ensemble. Voilà, donc le chercheur omnibus qui s'arrête à toutes les stations. Moi j'appelle ça les 4x4. Voilà, ça fonctionne pas bien. Partout. Voilà, et c'est aussi se défaire d'une forme de vision presque impériale en fait de cet ancien espace soviétique, c'est-à-dire où on pense que parce qu'on travaille sur l'un de ces pays, on est capable de parler de tous ces pays. C'est redonner en fait aussi une autonomie d'existence aux diverses sociétés qui concernent ces États dans ces États devenus indépendants. Donc c'est se défaire aussi pour nous intellectuellement comme chercheurs et puis les journalistes de cette vision très englobante en fait d'un espace qui est en fait extrêmement divers, complexe, et donc être capable effectivement d'identifier les collègues compétents sur tel et de réorienter les demandes. Laure Delcourt, justement, qui travaillait sur cet espace post-soviétique et en particulier sur la relation de la Russie et de ses alliés face à l'Union européenne. Qu'est-ce que vous dites justement de cette approche-là, c'est-à-dire à la fois de distinguer, d'essayer d'être le plus précis possible et de ne pas se laisser embarquer dans des discours qui pourraient être mal compris, mal interprétés, etc. Je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Mon objet de recherche est un peu décalé par rapport à celui de Françoise Doucet, de Anna Colin-Lebedev, puisque je travaille en effet sur la réception des politiques européennes, donc dans le cadre du partenariat oriental,
dans l'espace post-soviétique, mais plus particulièrement, donc j'ai travaillé sur l'Ukraine, la Moldavie et le Caucase du Sud, avec des recherches de terrain également. Et ce que mes recherches ont mis en lumière, c'est la grande variété, l'hétérogénéité des réponses des acteurs de ces pays aux politiques de l'Union européenne. Donc vraiment des phénomènes de résistance, de contestation des modèles européens, mais également parfois la traduction des normes européennes dans le contexte local. Donc vraiment une très grande hétérogénéité que d'ailleurs l'Union européenne elle-même n'avait pas du tout prévue et qui a fait éclater complètement sa politique qui était à l'origine une politique très uniforme, uniforme vis-à-vis de 6 pays qui étaient complètement différents. Donc c'est vraiment des recherches qui sont à l'intersection entre politique étrangère et vraiment la construction étatique et les enjeux sociétaux dans ces pays. Mais justement, je vais partir de mon poste de médiateur. Je me dis, quelqu'un qui a travaillé sur la Moldavie, sur la Géorgie, sur l'Ukraine, cette personne-là, elle va pouvoir me parler justement du fait que la présidente géorgienne intervient sur le dossier ukrainien, que les Moldaves sont justement eux aussi à Chisinau très intéressés parce que la Transnistrie est tout près. Donc d'une certaine manière, je vais me dire, tiens, je vais appeler Laure Delcourt pour lui demander ce qu'il faut penser de tout ça, et tout ça en bloc. Et vous me dites, non, il faut surtout pas ça, ou si j'interviens, si j'en parle, si j'analyse dans l'instant, je vais justement distinguer chacun de ces cas. Alors, surtout pas ça, effectivement, parce que... J'ai bien compris. C'est pour ça que je suis là pour apprendre. Donc... Parce que justement, il y a des limites à tout ce travail. Je travaille principalement sur les réponses ou disons la réception des politiques européennes, c'est-à-dire que je parle des jeux d'acteurs autour de ces politiques, mais jamais je ne couvrirai de manière aussi approfondie qu'Anna, par exemple, la société ukrainienne ou moldave ou géorgienne. Donc, c'est évidemment un collectif de chercheurs qui a la réponse à ces questions-là. Personne ne l'a individuellement. Ça, c'est d'ailleurs extrêmement intéressant. Denis Seckert, c'est la question de comment on ne peut pas penser une situation aussi complexe seul d'une certaine manière. Vous participez à un programme franco-allemand, vous avez donc un travail qui est mené entre les deux pays. Ce travail, justement, montre la diversité d'approche des chercheurs allemands peut-être avec les chercheurs français, des regards qui sont différents. On voit bien qu'en matière, justement, ne serait-ce que de politique internationale, les positions sont proches, mais elles ne sont pas toujours exactement égales. Et cela, c'est très important que de pouvoir penser cela collectivement. Oui, ce programme de recherche qu'on a lancé avec des collègues à Berlin n'a pas eu beaucoup de chance parce qu'il a été écrit et financé en 2021 et tout le travail de terrain qu'on avait imaginé faire en Ukraine et en Moldavie pour essayer de penser la manière dont les individus, les petits groupes s'adaptent à des situations d'incertitude structurelle. Alors le titre est très bien, on peut garder le titre, mais on a été obligé de tout repenser. Et c'est vrai que là, on a besoin absolument de travailler dans des collectifs assez larges. Là, un collectif franco-allemand, mais on doit aussi faire travailler des gens qui sont en Ukraine, qui ont l'habitude, ou en Moldavie. Et tout ça est un travail effectivement de mise en réseau, de conception, d'accès aux sources, de manière de penser les choses. Et c'est très difficile à remplacer. Et ça ne se subsume pas sous une compétence individuelle. Françoise Dossé, qu'est-ce qu'on mobilise dans un moment où un événement comme celui-ci se déclenche? Qu'est-ce qu'on mobilise comme savoir, comme connaissance, comme, disons, une sorte d'interland intellectuel qui serait derrière vous et qui vous permettrait justement de répondre à des questions ou de proposer aux étudiants, aux chercheurs de votre centre de travailler justement?
Alors, je voulais, dans le prolongement de ce qui a été dit, hein, redire combien la recherche est collective, toujours. Donc, on travaille dans des centres de recherche, on échange entre nous, mais cette recherche collective, elle se joue aussi avec d'autres acteurs, souvent, qui peuvent être des acteurs venus du monde associatif, par exemple. Donc, on a un certain nombre de collaborations, de contacts avec des grandes associations. Là, je voulais simplement citer l'association Mémorial et Mémorial France, avec laquelle on a des liens très forts. On collabore aussi souvent avec les journalistes, et plutôt les journalistes de terrain qui mènent des enquêtes. Et puis, on a évidemment tout notre réseau de collègues sur place, hein, c'est-à-dire et de gens qu'on connaît dans les pays sur lesquels on travaille. Évidemment, dans des conditions, dans des situations de crise aussi violentes, c'est avec eux qu'on parle d'abord, même si c'est souvent très difficile. Et je voudrais rappeler combien les enquêtes et maintenir le lien avec les acteurs de terrain est compliqué, notamment dans l'espace russe, parce que depuis déjà de très nombreuses années, il y a une très forte suspicion à l'égard de tout ce qui ressemble à de la recherche et de l'enquête de terrain, suspicion qui s'exerce à l'encontre des chercheurs, mais aussi des journalistes sur place et des militants associatifs. On a des cas de collègues qui ont été expulsés de Russie, ou arrêtés, etc. Donc ça, c'était le contexte avant la pandémie. Ensuite, on a eu 2 ans de pandémie, donc une impossibilité à nouveau d'être présent sur place. Et maintenant, le conflit militaire. Donc on voit bien combien tout ce travail est extrêmement fragile. Et en même temps, on essaye de le maintenir en trouvant de nouvelles façons de travailler, en essayant de rester en contact, évidemment, par Internet et les réseaux sociaux. J'y reviendrai peut-être. Et puis, ce à quoi on assiste actuellement, c'est un certain nombre de collègues ou de militants qui essayent alors dans le cas de la Russie, hein, de quitter le pays parce qu'ils s'y sentent menacés. Et Donc, là, on est dans la première table ronde dont on on parlait est à tout la à l'heure. première table ronde, mais il y a un lien évidemment entre ce qu'on a dit dans la première table ronde et les questions auxquelles on fait face aujourd'hui, c'est-à-dire comment malgré tout continuer à travailler et aider ces collègues qui ne peuvent plus travailler dans leur pays. Anna Colin-Lebedev, justement, qu'est-ce qu'on mobilise comme savoir-faire, connaissances pour pouvoir répondre aux questions qui peuvent être les questions des collègues, qui peuvent être les questions de vos institutions aussi, qui vous demandent, comme c'est le cas aujourd'hui au Campus Condorcet, à la fois de témoigner, mais aussi d'aider à comprendre ce qui est en train de se passer. Oui, et c'est bien que les institutions le demandent. C'est vrai qu'on est quand même, on travaille. Je tiens quand même à le souligner, hein, c'est-à-dire que le travail de tous les jours et la charge qu'on a tous les jours en tant qu'enseignant-chercheur, elle n'est pas abolie parce qu'il y a une guerre en cours. Ouais. Donc en fait, tout ça s'ajoute et se combine. Et c'est en fait, en contexte de crise, on n'a bien évidemment pas besoin du même soutien que les collègues ukrainiens, mais on est néanmoins dans un contexte de crise. Et c'est vrai que, eh bien, la capacité humaine à mobiliser aussi ses connaissances, à être disponible, elle diminue chaque jour. Parce que la vie à l'université ne s'arrête pas. Alors, C'est pour ça que vous vous êtes mis un peu en retrait récemment, par exemple? Bien évidemment, parce qu'on est dans une période très chargée à l'université et que donc, voilà, il faut juste tenir physiquement pour continuer à pouvoir le faire. Alors après, moi, c'est vrai que j'ai une démarche qui m'est propre depuis quelques années, qui est la démarche de vulgarisation au sens noble du terme, d'explicitation, de pas de côté, d'expliquer au grand public. J'adore faire ça. Et donc, je pense que voilà, je me suis Et on peut jetée dire que dans vous le faites pas mal, justement. je me vous suis faites jetée bien. là-dedans parce que c'est quelque chose que je faisais depuis un moment déjà. J'ai par exemple, bien évidemment, je ne peux plus le tenir maintenant, j'ai un podcast sur les sociétés post-soviétiques où j'essayais aussi de citer des collègues, d'utiliser des travaux de chercheurs pour regarder en fait les sociétés d'ex-URSS un peu avec un petit pas de côté. Alors, il a un petit côté léger, humoristique, il y a de la musique, bien évidemment, je n'ai plus du tout la capacité mentale de faire léger humoristique avec de la musique maintenant. Mais ce que je mobilise également, c'est tout le réseau en fait de chercheurs travaillant sur l'Ukraine, par exemple, qui n'est pas que français. Alors, bien évidemment, il y a plein de collègues français et que j'ai mis en avant parce qu'il y avait une grosse demande en France, mais aussi tous les travaux qui ont été faits par des jeunes et moins jeunes chercheurs à l'international sur l'Ukraine et sur les pays d'ex-URSS. Et donc, à titre personnel, moi, j'ai plusieurs années de séminaires en études ukrainiennes à l'université d'Ottawa
Ottawa que je co-organise, on a invité des jeunes chercheurs en permanence. Et donc, ces gens-là, c'est aujourd'hui une force aussi, une ressource. une ressource. Et également des écoles d'été organisées en Ukraine, dans différentes villes ukrainiennes pendant plusieurs années de suite, auxquelles plusieurs collègues présents dans la salle ont d'ailleurs participé. Ou, pareil, école d'été pour doctorants, jeunes chercheurs, dont le CERSEC a été partenaire, l'Institut des sciences sociales du politique a été partenaire. Donc tout ça, vous voyez, ce bagage et cette chose que l'on fait pendant des années sans penser à un usage pratique, hein, à un moment donné, tout ça fait sens et crée un corpus de connaissances qu'on peut mobiliser et qu'on peut mettre au service de la compréhension de ce qui se passe. Oui, et d'une certaine manière, ça, malheureusement, c'est une guerre, mais ça permet aussi de justifier par rapport à vos institutions et vous-même tout le travail que vous avez pu accomplir depuis longtemps sur ces questions-là. On sait malheureusement que certains doutent de l'utilité de la recherche, par exemple. Là, effectivement, on a quelque chose d'extrêmement tangible à offrir, disons, aux instances les plus élevées pour dire, voilà, vous avez misé sur des chercheurs, des chercheuses, des doctorants, des doctorantes, et ces doctorants et doctorantes, ils nous permettent de comprendre. On sait par exemple combien, et ça a été mal vécu par beaucoup de chercheurs qui se sont lancés sur la piste de l'élargissement européen vers l'Europe centrale et orientale après 1989, combien les attentats de 2001, etc., ont réorienté une partie de la recherche vers le bassin méditerranéen, l'islam, le terrorisme, etc., et que certains qui s'étaient lancés avec à corps perdu dans l'apprentissage de langue, l'apprentissage des connaissances de société, de l'Est de l'Europe, se sont trouvés un peu désarmés de voir que les programmes de recherche étaient amputés parce qu'il fallait expliquer ailleurs. Là, effectivement, on a quelque chose de... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Françoise Rosset, brièvement. Malheureusement, enfin voilà, je pense qu'on peut pas avoir une approche trop utilitariste. Enfin, Ben, on aurait bien justement, aimé que nos travaux soient reconnus, mais pas dans ce contexte. Ouais. Évidemment, absolument tragique et voilà, c'est absolument effrayant ce qui est en train de se passer. Donc, je pense que ça montre simplement effectivement qu'il faut que tous les champs de recherche soient couverts parce qu'on est là pour essayer effectivement d'apporter à la connaissance et pas seulement en temps de guerre aussi. Il faut Bien être sûr. capable d'entendre les chercheurs aussi en temps de ordinaire au fond et de venir aussi nous écouter quand on parle pas d'une situation aussi tragique. Bien sûr. Sur ce point, Laure Delcourt, est-ce que la guerre modifie les critères d'analyse sur lesquels on a commencé à travailler, par exemple? Est-ce que ce qui s'est passé là, ce qui se passe maintenant, fait que on se trouve soit en porte-à-faux par rapport à ces analyses précédentes, soit au contraire conforté dans les analyses qu'on avait lancées auparavant, soit donc obligé de changer de chemin et d'aller voir ailleurs? Qu'est-ce que vous pensez de cela, Laure Delcourt? Donc pour moi, cette guerre, elle met en lumière, mais c'était déjà le cas en fait en 2014, les insuffisances d'une lecture qui serait strictement géopolitique au sens classique, géopolitique classique. Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. J'ai failli vous présenter comme spécialiste de géopolitique. Vous avez dit non, surtout pas. C'est pas seulement, enfin c'est pas à vous en premier que je faisais allusion, mais très souvent quand on écoute les médias et quand notamment le 24-25 février, c'était une grille de lecture qui était très souvent géopolitique et qui est insuffisante parce qu'il me semble que justement il faut développer une analyse. Parlez plus près s'il vous plaît pour les gens qui sont. Une analyse, pardon, qui fasse interagir différents niveaux, justement différents échelons, qui soient multiscalaires, qui fasse intervenir à la fois peut-être cette lecture géopolitique est-elle nécessaire, mais de manière plus critique que ce qu'elle est réalisée très souvent, mais aussi une analyse qui mobilise l'échelon local, l'échelon régional, les sociétés. On voit bien qu'il s'agit d'une mobilisation sociétale en Ukraine. Et bon, on en parle un peu plus maintenant, mais on n'en a pas parlé au début. On voit bien aussi que c'est l'existence de l'État ukrainien qui est mise en jeu. Donc voilà, il y a différents niveaux d'analyse et tout l'enjeu est de les faire interagir. Au-delà de cette analyse multiscalaire, et il me semble que cette guerre, elle renvoie d'abord à la pertinence des études aréales, au-delà des approches disciplinaires qui sont souvent prédominantes en France, et pas seulement en France d'ailleurs, et puis surtout à la pertinence des sciences sociales,
aux côtés des sciences dures. Et là, je pense en particulier au programme de recherche de l'Union européenne qui, depuis de nombreuses années, font la part belle aux sciences dures en oubliant les sciences sociales. Et cette guerre, c'est vraiment un rappel de la pertinence des sciences sociales. Oui, sur ce point, Denis Eckert. Oui, mais je pense qu'il est effectivement la réactivation de toutes sortes de connaissances qui étaient des connaissances discrètes pour le grand public, je dirais jusque-là. Comment vous qualifieriez une connaissance discrète ? Une connaissance qui franchit pas beaucoup la barrière médiatique, malgré les travaux de vulgarisation, d'aller vers les publics. Alors, par exemple, je crois que la dimension, l'inscription historique des argumentations qui sont censées justifier l'attaque par les forces de la Fédération de Russie, elle est obsédante dans le discours politique russe. Or, il y a des grands travaux, par exemple, il y a le travail de l'historien autrichien Andreas Kapler, qui a fait un magnifique livre sur les rapports russo-ukrainiens sur la longue durée. Bon, il se trouve que ce livre, moi, je l'avais traduit il y a 2 ans en français, et pendant 2 ans, je n'ai pas trouvé d'éditeur. Le 26 février... les éditeurs sont comme les journalistes. Extrêmement aimable m'a appelé en disant on prend ce livre. Oui, mais c'est peut-être avant qu'il aurait fallu le lire et on aurait évité peut-être des analyses géopolitiques de comptoir ou de plateau télé qui sont navrantes. Alors il y a un bon bouquin qui va sortir après, tant mieux pour Andreas Kapler. Mais par ailleurs, il y a un travail d'inscription aussi de réactivation de connaissances discrètes. Si on peut afficher la carte que j'ai préparée. Est-ce que... Je sais pas. Ah, on va faire ça tout de suite. On va faire oui. ça. Donc il se trouve qu'il y a 5 ans, j'ai publié un article sur les frontières de l'Ukraine, qui était un article aimablement académique, je vais dire. Et j'aime bien vos adjectifs, discret, aimable. Et il se trouve qu'un de mes collègues présents dans cette salle a réalisé une traduction en ukrainien qui a été publiée en Ukraine. Et depuis le 24 février, cette version ukrainienne est en train de faire exploser tous les records de téléchargement de la revue de l'université Taras Shevchenko à Kiev. Donc il y a des choses qui existent un peu à droite à gauche et dont les connaissances ne passent pas certaines barrières. Sur ce point, Anna Kolla-Lebedev, est-ce que vous pouvez poursuivre ce que disait avant vous Laure Delcourt et Christian Eckert, c'est-à-dire Christian, pardon, Denis, vous avez raison, Christian. Oui, je sais. Vous savez, c'est le problème du journaliste, il mélange tout. Donc, est-ce que vous pouvez poursuivre sur ce qui vient d'être dit, parce que je trouve ça tout à fait passionnant. C'est-à-dire, il y aurait 2 statuts d'une certaine manière. Il y a les gens qui peuplent les plateaux télé dès que c'est possible et qui, d'une certaine manière, comme la fausse monnaie, chassent la bonne. Et la nécessité, justement, d'apporter du savoir, de la connaissance différenciée pour que tout ne soit pas mélangé dans des plateaux bon, je ne citerai pas de chaîne. Oui, alors je pense que c'est une question qu'on s'est posée vraiment très concrètement avec les différents collègues au début de cette guerre. Où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on ne va pas? Est-ce qu'on va partout parce qu'on a besoin de parler à un public très très large? Est-ce qu'on privilégie les endroits qui sont confortables pour nous, comme France Culture, où on sait que ce sera préparé, on sera bien interrogé, etc. Mais dans ce cas-là, on touchera un public forcément un petit peu moins large. Alors je pense que si on devait être dans quelque chose de constructif, il nous manque certainement une éducation à l'interaction avec les médias, aux chercheurs, certainement ça, et je dirais que tous n'en ont pas envie, mais de fait on a tous besoin de cette petite formation, et dans cette formation en fait ce dont on a besoin, c'est de savoir comment préparer en réalité les sujets et les questions, comment reformuler les choses, comment rendre les choses intéressantes, par exemple pour les journalistes. Parce que moi, ce que j'ai constaté, à titre personnel, c'est que les médias sont en recherche d'éclairages différents. Parce qu'on a cet effet effectivement sur aussi bien à la radio qu'à la télévision que dans la presse écrite, du reprise des sujets, un sujet qui va être traité
rachetée par un média qui a un besoin de renouvellement. Qui a une place importante, ça va être repris par plein d'autres. Et en réalité, quand on propose une approche différente, quand on propose un sujet en disant non mais attendez, regardez pas ça, arrêtez de répéter toujours ce même cadre d'analyse, en réalité, il y a ça qui est intéressant. Moi, je constate que les médias sont très demandeurs et que la possibilité de faire passer, y compris des messages complexes, y compris sur des chaînes de grand public, elle est possible. Elle est possible, mais ça nous demande un travail proactif, en fait, de dire, non, cet éclairage-là, désolé, ça me paraît pas forcément le plus intéressant. En revanche, là, ça, personne n'en a parlé, et ce serait vraiment génial de pouvoir en parler. Et dans ce cas-là, ça marche et on enrichit quelque chose. Alors bien évidemment, nous on s'énerve tous sur les experts professionnels des plateaux, hein, ça c'est relativement classique, mais je dirais qu'on n'est pas forcément nous prêts à y aller. Et tous les sujets n'amènent pas non plus les chercheurs à être prêts à répondre. Oui, puis avec cette temporalité qui est différente. La temporalité de la recherche, c'est la temporalité du temps moyen, voire long. Et la temporalité, c'est de vous demander une analyse à la minute près, pourrait-on dire, d'une situation qui évolue chaque jour. Donc c'est totalement différent. Au début de la guerre, on avait besoin de décodage sur le contexte. Et donc ça, le décodage sur le contexte, pour comprendre comment, pourquoi, ça on peut le faire parce que ça repose sur des travaux qu'on a déjà fait dans le passé. Mais plus la guerre avance, plus on est dans une dynamique de société qu'on n'est pas en train d'observer sur le terrain parce qu'on n'est pas en terrain de guerre en Ukraine et on n'est pas, on peut pas aller non plus en Russie et faire une enquête en ce moment pour savoir ce qui se passe en Russie. Donc je dirais qu'on perd aussi en pertinence au fur et à mesure que la guerre avance, on doit trouver des nouveaux moyens de travailler dessus et sinon on se fait poser des questions auxquelles on a bien évidemment pas de réponse. Et moi j'ai mon souvenir personnel le plus amusant, c'est sur un plateau télé où au moment où il y a une suspicion de bombe au phosphore utilisée par l'armée russe, où le présentateur se tourne vers moi et dit « Alors Anna Colin-Lebedev, votre commentaire sur la bombe au phosphore ?» Et là, je vous avoue que ça a été un grand plan. Françoise Dossé. Oui, juste une remarque aussi un peu générale sur l'écosystème médiatique dans lequel on est amené à intervenir. Parce qu'en fait, ce qu'on constate malgré tout, c'est une multiplication des supports médiatiques. En fait, depuis, avec le déploiement du numérique, évidemment, énormément de chaînes, alors d'informations en continu ou pas en continu, de sites internet, de radio, voilà. Et donc, un environnement absolument foisonnant et des journalistes qui sont en permanence en train de chercher à produire du contenu dans l'urgence et une demande absolument démultipliée. Et donc, c'est vrai que c'est difficile, c'est même impossible pour nous de répondre à toutes ces... Bien sûr, il y a des sollicitations. Les sollicitations, mais surtout dans cet environnement de plus en plus foisonnant où des sites... on est vraiment beaucoup sollicités. Oui, je peux vous dire que lors de la chute du mur de Berlin, Alfred Rosser a donné 63 interviews le jour même. Et il disait à chacun qui l'interrogeait, je vous donne 1 minute. Donc, il donnait 1 minute et si la personne voulait le relancer, il disait non, je vous ai donné 1 minute, aucune relance, par exemple. Voilà, ça c'était un professionnel, disons, avant l'heure, parce qu'il y a eu beaucoup moins de médias qu'il y en a aujourd'hui, par exemple. Donc voilà, beaucoup de médias. Et puis, je vais prolonger ce qu'a dit Laure Delcourt, c'est-à-dire avec aussi, souvent, malgré tout, des questions qui soit portent sur la géopolitique, évidemment, très souvent, et puis une forme de vision assez simplifiée de ce que peut être la vie politique dans cette zone et une focalisation absolument dominante sur Vladimir Poutine en permanence. C'est-à-dire que il faut toujours être dans la tête de Vladimir Poutine. C'est à peu près la question qu'on nous pose. Il y a quelqu'un qui a fait un titre. Et ça a bien fonctionné. Mais donc l'enjeu pour nous, c'est d'essayer d'apporter autre chose. Alors l'idée, c'est pas du tout de minorer en quoi que ce soit la responsabilité du chef de l'État russe et des élites politiques russes dans le conflit actuel et cette dérive dramatique vers une vision patriotique, impérialiste, nationaliste de l'action politique à la tête de l'État russe. Donc l'idée, c'est pas ça, mais c'est de montrer quand même ou de réfléchir à ce qui...
à ce que sont ces sociétés aujourd'hui, à comment comprendre en fait qu'une telle catastrophe soit possible au regard. Alors je pense là notamment à la société russe, qui est une société diverse, qui est multiple, où on voit animée de dynamiques extrêmement compliquées, et comment essayer de comprendre qu'on en soit arrivé à cette catastrophe majeure, à ce naufrage. Et donc l'idée, c'est de se baser sur nos enquêtes, qui sont effectivement des enquêtes dans un temps un peu plus long que celui de l'actualité immédiate, pour essayer de donner à voir des pratiques sociales, des façons de vivre ensemble qui ne préjugeaient pas nécessairement qu'on en arriverait à ce point catastrophique, mais qui ont permis que cette trajectoire se déploie. Et je voulais juste rappeler simplement qu'en ayant mené beaucoup d'enquêtes sur le terrain en Russie, ce qu'on entend depuis des années, c'est une très forte aversion dans beaucoup de groupes de la société russe, une très forte aversion pour la politique. C'est-à-dire le refus de faire de la politique. La politique, c'est quelque chose de sale, c'est quelque chose auquel il ne faut pas toucher. Et au point que nous, dans nos entretiens, souvent, on mettait la question politique à la fin de l'entretien parce qu'on savait que c'était la dernière et qu'après, Jean-Yves ne voudrait plus nous parler une fois qu'on aurait posé cette question. Donc, essayer de comprendre ce que ça... ce que signifie ce refus du débat politique. Et de la complexité aussi qui va avec. Et de la complexité qui va avec. Oui, justement, il n'y a pas que les médias. Dans le cours, il y a les étudiants, les étudiantes. J'imagine que quand on est en cours avec ces étudiants et ces étudiantes et qu'une guerre se déclenche dans l'espace géographique sur lequel vous avez travaillé, vous avez des sollicitations nombreuses, etc. Comment justement analyser dans l'instant, puisque c'est le thème de cette table ronde, avec ces étudiants? Est-ce qu'on les fait participer? Est-ce qu'on on discute avec eux en se disant, c'est une occasion, malheureusement un cas pratique sur lequel on peut travailler, le rapport entre le partenariat oriental et puis l'étranger proche, l'Union eurasiatique, ce sur quoi vous avez travaillé, là, il y a quelque chose qui se déroule exactement sur un sujet que vous connaissez bien, les sanctions de l'Union européenne, etc., etc. Alors justement, je vais encore relativiser, et c'est pas tellement sur les interactions entre les deux que j'ai travaillé, mais c'est vraiment c'est plutôt au prisme du regard des acteurs locaux. Oui. C'est-à-dire la façon dont les acteurs locaux en Géorgie ou en Ukraine perçoivent ces politiques, oui. les utilisent aussi parfois et les reçoivent. Donc, par exemple, quand la présidente géorgienne vient faire un tour en France pour trouver du soutien, discuter avec les autorités françaises, ça participe de ce que vous dites là, c'est-à-dire de ce long travail que vous avez mené sur ce rapport, comment les acteurs locaux appréhendent ces politiques européennes et leurs réponses. Oui, mais je vous ferai la même réponse que Françoise Dossé, c'est que la société géorgienne, comme la société russe, elle est multiple. C'est-à-dire que la présidente géorgienne, c'est une actrice importante, mais ça n'est pas la seule, il y a différentes visions. Donc, j'avais cours le matin du 24 février, et en fait, c'était évidemment pas un cours normal, c'est-à-dire j'ai donné la parole d'abord aux étudiants pour savoir quelles étaient leurs attentes, leurs questions. Et ce qu'on mobilise dans ce cas-là, c'est évidemment les recherches qu'on a pu faire sur le terrain. J'en avais fait ma thèse il y a longtemps, portée sur la Russie, avant de passer un peu plus à l'ouest et un peu plus au sud, donc en Ukraine et Moldavie, et puis au Caucase du Sud. Et puis, ce qu'on fait également, en tout cas moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de replacer les choses dans une temporalité plus longue pour les contextualiser. Voilà, donc là, sans doute que ça fait écho à la troisième table ronde, mais il me semble qu'on ne peut justement pas toujours analyser dans l'instant, et qu'il faut au moins prendre en compte plusieurs décennies, au moins celles qui se sont écoulées depuis l'effondrement de l'Union soviétique, y compris d'ailleurs pour analyser les politiques de l'Union européenne, pas seulement pour analyser les transformations dans ces pays-là, voire une analyse plus longue. Quand on écoute les discours de Vladimir Poutine, pardon Françoise d'en revenir là, mais en tout cas le discours du 21 février, il était édifiant de ce point de vue-là, parce qu'il remontait très très loin, et pas du tout aux dernières décennies. Donc voilà, une temporalité plus longue, et puis essayer de nuancer, de
de comparer aussi à partir des recherches qu'on fait sur le terrain. Oui, Denis Eckert, sur cette question, quelle place laisse-t-on à la surprise? C'est-à-dire que vous êtes plein de vos savoirs, vous connaissez les sujets sur lesquels vous travaillez, mais on sait que la veille encore, beaucoup d'Ukrainiens pensaient qu'il n'y aurait pas d'attaque la veille du 24 février. Donc, vous qui connaissez ces espaces, vous avez peut-être été, vous aussi, surpris. Certains disent non, je n'ai pas été surpris, etc. Et donc, quelle place on laisse à la surprise, qui est un sentiment ou un affect qui peut bouleverser le travail du chercheur en se disant, ben voilà, je n'avais pas pensé, pourquoi je n'avais pas vu ça, etc. etc. Je fais pas partie des prophètes qui avaient anticipé. Disons que le niveau d'inquiétude pour moi et parmi quelques collègues avec qui je travaille est monté très très sérieusement dans la dernière semaine. Mais bon, c'est quasiment la veille ou dans la nuit qu'il y a eu une évidence qu'il allait se passer quelque chose de très grave. Alors, la surprise, elle a joué pour tout le monde. Moi, je parlerai des étudiants de thèse qu'on a recrutés sur notre programme de recherche franco-allemand. On avait envisagé avec eux, je crois, 3 semaines ou 2 semaines avant, de faire un grand terrain croisé à Kharkiv. Mal joué. Mal joué. C'est vous dire qu'on n'avait pas du tout anticipé la chose. Et on a 2 étudiants de thèse dont les sujets ont été fracassés et dont il faut tout reprendre. Alors, quelle a été leur réaction dans l'instant face à la surprise? Au bout de quelques jours d'abattement total, l'une est partie en Moldavie dans une structure d'aide et l'autre à la frontière polonaise pour avoir au moins un investissement potentiellement utile, personnel, décharger cette colère, cette frustration, cette sentiment d'égarement aussi qu'ils ont eu, qu'on a tous eu, mais enfin eux, ils sont en première ligne aussi pour produire de la connaissance. Et maintenant, comment on produit de la connaissance? Alors, on s'est vu il y a peu de temps, et finalement, un des axes qu'on a identifiés sur lesquels on pouvait faire quelque chose est celui de la formation, de la scolarisation primaire et secondaire et la scolarisation, les étudiants. Et comment faire des études, comment scolariser des enfants dans le déplacement. Pas seulement à l'extérieur des frontières, bien sûr, en France, en Allemagne, en Pologne, en Roumanie, mais également qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Parce qu'on est très certain qu'il y a une mobilité des mouvements de population majeurs qui vont produire un nouveau mix social et régional en Ukraine. Et ça, c'est un problème. Ça va changer la donne, j'imagine. Je pense que ça va profondément transformer l'Ukraine elle-même. Et donc tout ça là-dessus, sur ce suivi des migrations au prisme de la scolarisation des enfants, normalement, je pense particulièrement, je pense qu'on a quelque chose, qu'on va pouvoir produire une connaissance qui aura du sens, même en temps de guerre. Françoise Dosset, le tremblement de la surprise, c'est-à-dire aussi, il y a le socle du chercheur, il est assuré quand, disons, en temps normal, tout se passe bien, de pouvoir avoir les bonnes grilles d'analyse, mais d'un seul coup, il y a ce moment qui peut être un moment de faille, de se dire, non seulement je n'avais pas vu, mais je ne comprends pas très bien ce qui se passe, j'ai pas, comme vous le disiez tout à l'heure, je n'ai pas les bons relais parce que je n'arrive plus à joindre mes acteurs locaux qui sont mes partenaires avec qui je discute quotidiennement ou presque, etc. Qu'est-ce que ça dit justement de la faillibilité de la recherche, ou du moins de la difficulté de la mettre en œuvre dans un moment extrêmement tendu comme celui-ci? Non, c'est vrai que depuis le 24 février, on est face à une faille qui est assez vertigineuse, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, on était très informés, en fait, de ce qui était en train de se jouer dans cet espace. On est aussi renseignés par tous les travaux historiques. Alors, ce sera la troisième table ronde, quand on relit tous les travaux sur l'histoire de ce vaste espace au XXe siècle. On a vu quand même déjà un certain nombre d'épisodes d'une violence extrême. Et en même temps, avec la chute de l'URSS en 91, on s'était auto-persuadé qu'on était entré dans une autre période, en fait, et que il y avait le post-soviétique qui, au fond, nous garantissait de ce retour vers les grandes violences du passé.
Et à la fois, on a d'une certaine façon les outils intellectuels qui sont là, c'est-à-dire qu'on a tous ces travaux, notamment de nos collègues historiens qui ont énormément travaillé, notamment grâce aussi à l'ouverture des archives soviétiques. Il y a eu cette... et le travail de mémorial dont vous parliez voilà, tout à l'heure. qui est gigantesque et qui est extrêmement important aujourd'hui. Et puis, pour nous qui travaillons sur la période très contemporaine, c'est quand même repenser aussi un certain nombre de nos repères intellectuels. Comment, par exemple En fait, c'est quand même cette question de... je reviens à cette question du politique et de la politique. C'est-à-dire qu'on a... alors, bon, nous, on a été formés dans les années 90, un moment de grande ouverture du pays, de cette idée que peut-être la Russie était en train de se rapprocher de l'Europe, qu'il y avait des espoirs de démocratisation, etc. Et on a vu ensuite se refermer progressivement les possibilités de débat politique, de vie politique dans le pays. Et parfois, nous-mêmes, et probablement en suivant beaucoup nos acteurs sur le terrain, on s'est un peu détourné de la question politique en se disant, au fond, peut-être que cette question politique, finalement, elle n'est pas si majeure que ça. On a beaucoup étudié les mobilisations très locales, les ancrages dans le quotidien, les compromis, les arrangements, les contournements. Ce qu'on a beaucoup fait aussi pour le projet Résistique, je vais en dire 2 mots. Ce projet qui porte sur les contrôles et régulations d'Internet en Russie, mais aussi sur les contournements. Et on a vu très clairement la censure en fait se déployer sur l'Internet russe, mais on a vu aussi toutes ces formes une très grande inventivité et agilité à contourner les contraintes, à trouver une solution pour télécharger un VPN, accéder à un contenu bloqué, etc. Et au fond, c'est cette habileté au contournement qui mettait l'huile dans les rouages et qui, en fait, a empêché un peu de penser à la question politique en se disant « Ok, bon, il y a un problème politique, mais on peut le contourner ». Et en fait, là, on voit bien qu'à un moment, on ne peut plus le contourner. Ouais. Et ça, c'est... Voilà, le réel, c'est quand on se cogne dedans, comme disait Lacan. La question, c'est effectivement, d'un seul coup, de s'apercevoir que, par exemple, les espoirs de démocratisation, comme ils ont été souvent mis en avant à partir de 1990-91, les espoirs de pluralisme, les espoirs d'ouverture des sociétés, par exemple, eh bien, d'un seul coup, ils sont battus en brèche, d'une certaine manière, à Nakolin Lebedev, et cela, c'est presque une vision, je dirais pas morale des sociétés, mais c'est une vision, en tout cas, qui met en avant l'idée qu'on va vers un mieux, qu'on va vers un futur qui sera, je ne veux pas dire plus radieux, parce que ça rappellerait d'autres périodes, mais un futur qui sera plus radieux, qui sera plus enchanté. Et là, d'un seul coup, on se cogne à ce mur du réel. La difficulté, c'est que notre posture de chercheur en sciences sociales est d'essayer de nous garder au maximum d'un jugement et d'une condamnation. Donc, on l'a quand même un peu en tête tout de même. On l'avait bien évidemment en tête, mais disons, on a fait tous les efforts intellectuels possibles pour observer la société telle qu'elle est et non pas dénoncer ce qui n'a pas été construit, etc. Et donc, effectivement, là, ça pose de grandes difficultés parce que quelque part, on a minimisé peut-être l'advenue du pire. Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est ça. Voilà, que l'on voit aujourd'hui. Alors, je pense qu'on a quand même, je maintiens le besoin que nous avons aujourd'hui de faire la distinction, et c'est terriblement difficile en ce moment, entre ce que nous vivons, cette guerre que vivent nos amis, nos collègues, que nous vivons également en tant qu'humains et en tant que citoyens, et notre posture en tant que chercheurs, parce que c'est plus que jamais indispensable. Et moi, je vois par exemple une difficulté à devenir aujourd'hui, c'est que face aux horreurs perpétrées par l'armée russe sur le terrain ukrainien, on comprend tout à fait que les Ukrainiens soient dans un très grand rejet de la Russie, de l'État russe, mais aussi de la Russie. On en parlait dans la première table ronde. La Russie en tant que société, en généralisant la responsabilité, y compris à ceux qui finalement aujourd'hui dénoncent la guerre, mais qui sont jugés responsables parce qu'ils n'ont pas ils ont laissé les choses advenir. Mais également, je dirais, on voit aujourd'hui des logiques de déshumanisation dans le discours, alors des deux côtés en fait de cette ligne de front. Et on ne peut pas en vouloir aux Ukrainiens, bien évidemment, vous voyez, de voir l'ennemi, et surtout l'ennemi qui est auteur de horreurs comme ça, de le déshumaniser. Mais néanmoins, le besoin de
d'expliquer, de remettre dans le contexte, de dire comment est-ce que ça a pu advenir. Et moi, concrètement, vous voyez, c'est la question que je me pose actuellement en ayant travaillé un peu sur les... On a travaillé, d'ailleurs, Françoise Dossé également sur les questions des, des conscrits dans l'armée russe, de la situation de l'armée russe, de reposer la question des conditions sociales qui ont fait que ces jeunes gens qui sont sur le terrain sont aussi vulnérables à la montée de la violence. C'est-à-dire qu'il y a des conditions qui les ont entraînés dans la violence. Et je pense que c'est très difficile à dire aujourd'hui, et ce sera très difficile à entendre pour les Ukrainiens également, parce qu'on pourrait penser que ça les déresponsabilise. Mais voilà, c'est un effort à faire. Oui, et sur ce point, Laure Delcourt et puis Denis Seckert. Il me semble que l'une des failles des médias, mais peut-être aussi de la recherche, c'est de ne pas avoir assez insisté sur la complexité des développements, du politique, des sociétés dans cet espace-là depuis une trentaine d'années, et notamment sur le fait que les trajectoires ne sont pas linéaires et ne l'ont jamais été. On a présenté très souvent les choses, très souvent dans les médias, comme une trajectoire linéaire, justement une sortie du soviétisme, etc. Alors que ça n'était pas forcément aussi simple. C'était une vision très manichéenne, et en particulier dans les recherches qui ont porté sur les politiques des acteurs extérieurs, sur l'Union européenne et encore plus sur l'OTAN. Comme une trajectoire qui serait linéaire de ces pays. Mais il y avait une sorte de wishful thinking dans cette affaire-là, c'est-à-dire qu'on voulait voir venir justement cette idée de la sortie de la catastrophe pour aller vers quelque chose de beaucoup plus ouvert, etc. Ça faisait partie même des programmes de recherche qui étaient commandités par l'Union européenne, par exemple. Ça pouvait faire partie de ça. Alors, oui, mais le rôle du chercheur, ça n'est pas de faire je ne vous dis pas le contraire, oui, bien sûr. Première chose. Et puis, deuxième chose, c'est que il est vraiment wishful dans le cas. Parce que si vous prenez la trajectoire, par exemple, y compris de pays post-communistes qui sont rentrés dans l'Union européenne, vous voyez bien que y compris cette trajectoire-là de pays comme la Pologne, la Hongrie, pour citer les plus évidents, elle n'est pas tout à fait linéaire non plus, et elle est beaucoup plus complexe. Donc ça appelle quand même à resituer dans un contexte historique plus long, mais aussi à faire intervenir différentes disciplines et différents niveaux d'analyse pour porter à côté d'un regard politique, un regard qui serait aussi plus sociologique, voire anthropologique, pour mobiliser des récits de vie, par exemple. Donc, c'est cette complexité qu'il faut absolument restituer. Oui. Denis Eckert. Oui. L'Ukraine nous a en quelque sorte fait un cadeau intellectuel à partir du fait de sa vie politique complètement chaotique depuis 1991, de l'absence d'un modèle bien orienté de sortie du communisme. Donc ça, c'est un peu... Mais d'un autre côté, on est largement passé à côté du processus de construction d'une société plurielle et démocratique en Ukraine, ce qui fait que, il y a une obsession dans les médias, mais je pense que Anna Colin-Lebedev est beaucoup plus confrontée, où on ne cesse de poser des questions sur le rôle de l'extrême droite ukrainienne. Ça doit être, je pense, une ritournelle des questions qui sont posées. Mais je pense que dans cette pluralisation du discours, il y a évidemment la question de la déshumanisation actuelle, avec le fait que les soldats russes, maintenant, c'est les orques, hein, comme dans le monde de Tolkien, c'est des représentants du Mordor. Mais il y a aussi un autre terme qui est les rachiistes, les fascistes russes, et ce qui est une politisation et une désethnicisation de la figure de l'ennemi, ce qui est aussi un moment intéressant du discours politique et médiatique ukrainien en temps de guerre. Françoise Dossé, puis Anna Colin-Lebedev, et on donnera la parole à la salle ensuite. Vous vouliez réagir ? Non ? Non. Bon, alors on va donner la parole à la salle. Qui veut poser une question à nos intervenantes et intervenants de cette table ronde sur le bouleversement subi par les chercheurs et les chercheuses de ces espaces d'Europe centrale et orientale à partir de cette expérience de la guerre? Oui, il y a une main qui se lève tout en haut. On va venir vous porter un micro. Oui, merci beaucoup pour ces échanges intéressants et stimulants. Éloi Fiquet,
maître de conférence ici à l'École de hautes études en sciences sociales. Quant à moi, je travaille plus particulièrement dans le contexte de l'Éthiopie, autre conflit récent, désormais oblitéré de l'intérêt médiatique, même s'il se poursuit. La situation ukrainienne correspond peut-être à l'oblitération de la question, aussi parce que ce conflit est devenu extrêmement difficile à analyser, très ambigu, une sorte de marasme qui se poursuit. La situation n'a peut-être jamais été aussi grave, mais extrêmement difficile à décrire, documenter. Et cette difficulté de documenter, de factualiser sur le terrain contribue sans doute à un désintérêt journalistique. Et puis, il n'y a pas 2000 journalistes en Éthiopie ces temps-ci. Non, ils sont très peu. Ils sont très peu et ils ont beaucoup de difficultés à accéder au terrain. Les permis de travailler comme journaliste sont extrêmement limités, contrôlés. Et finalement, ces stratégies d'asphyxier l'information donne raison au pouvoir qui asphyxie l'information. Finalement, quand on ne sait pas quoi dire, on ne dit rien. Alors, c'est une attitude de réserve qui est prudente dans la façon de faire de la science. Et on est souvent confronté, quand on répond aux médias à ce type de situation, de dire on ne sait pas, mais ne pas savoir, finalement, entraîne le désintérêt et la non-actualité d'un problème. Mais en fait, je ne voulais pas en venir là. Je voulais, en rebondissant sur les interventions, témoigner du fait que j'avais été confronté aussi à ce type de situation. Françoise Dosset disait, certes, on n'est pas spécialiste de tout et il faut s'abstenir de répondre à tout. Et en même temps, ne pas laisser la place sur les plateaux à des spécialistes de plateau qui sont rémunérés par des think tanks, par des groupes d'intérêt qui mobilisent leurs spécialistes qui sont prêts à répondre à tout et d'ailleurs ont des consignes précises pour cela. Alors c'est vrai qu'en tant que chercheur, on est peut-être plus démunis par rapport à ça, mais il y a un moment donné où il faut aussi s'impliquer humainement, mobiliser son savoir. Et comme le disait Anna Colin-Lebedev, on n'est pas forcément formé à cela. Alors on apprend. Et là, il y a aussi une nécessité, on le voit, d'échange avec des collègues qui ont été plus confrontés à ce type de situation, à un échange de savoir-faire. Et dans les situations auxquelles j'étais confronté, souvent ça peut se jouer tout simplement sur de la terminologie et pouvoir reprendre, reformuler certains termes. Et avec les intervieweurs en face de nous, souvent ça se passe bien, d'autant mieux que ça peut être préparé en amont. C'est vrai que parfois c'est très à brûle-pourpoint. Mais je sais que sur le contexte éthiopien, tout était réduit à des questions ethniques. Et tout passait par la formule de l'ethnicité qui expliquerait tout. Et là, la nécessité de démonter ce terme ethnique face à des sociétés qui, en Éthiopie, c'est des sociétés qui se confrontent, sont des sociétés de plusieurs dizaines de millions de personnes. Donc l'idée de petits groupes ethniques qui se confrontaient, là on peut peut-être ramener cela en termes comparatifs aussi à des situations plus familières et l'intérêt aussi de pouvoir en tant que chercheur déplacer le regard, travailler dans des perspectives comparatisme pour reconstruire les enjeux. Et puis peut-être aussi un autre point que j'ai pu remarquer, c'est la difficulté à sortir d'un espace conceptuel déterminé par la notion par les cadres de l'État-nation, alors qu'on doit penser des espaces impériaux. Dans le contexte français, qui est très jacobin, on a du mal à penser ces structures-là. Et c'est vrai que pour cela, il faut du temps. D'ailleurs, je vois que vous êtes un peu en train de vous impatienter. Je prends peut-être trop de temps dans mon intervention. Non, c'est pas ça. C'est simplement parce que je sais qu'il y a une autre table ronde derrière. Voilà. Mais c'est vrai que la difficulté qu'on a aussi, c'est quand c'est calibré sur 3-4 minutes, c'est fichtrement difficile que d'essayer de déconstruire de façon critique les notions, de mettre en perspective temporelle.
Un jour, on m'a demandé de faire un entretien en disant « Vous allez mettre en perspective dans la longue durée le conflit, vous avez 3 minutes ». C'est quasiment impossible. On peut juste souligner que c'est des choses à penser dans la longue durée depuis le 19e siècle, etc. Mais, voilà, justement, est-ce qu'on arrive à réimposer son langage en tant que chercheur? C'est-à-dire que vous avez face à vous, et je cite les journalistes parce que bon, ça m'intéresse, mais ça peut être aussi les instances étatiques. Le ministère des Affaires étrangères, les conseillers d'un président de la République. J'imagine que tous ou toutes, vous avez eu à un moment eu des coups de fil pour pouvoir me dire on en est où. C'est-à-dire avec ce que dit très bien Éloi Ficquet, c'est-à-dire ces schémas préconstruits qui ont été établis par des générations et des générations, non pas de chercheurs, mais de diplomates, avec tout ce qu'il peut y avoir disons d'idées préconçues, et qu'il vous faut en très peu de temps justement donner des clés, répondre, Françoise Dosset, Anna Colin-Lebedev, et puis répondre à ce que vient de dire aussi Éloi Ficquet, à sa remarque qui est tout à fait judicieuse. Merci beaucoup Éloi, et effectivement ça fait surgir beaucoup de questions. Je pense que notre rôle précisément, c'est d'être dans cette approche qui déconstruit un certain nombre de préjugés, notamment sur les questions ethniques. J'étais assez sensible à ce qui vient d'être dit, toujours dénaturaliser, désessentialiser des identités qui sont présentées comme naturelles, évidentes. La fraternité entre les Russes et les Ukrainiens, typiquement, c'est le grand sujet du moment. Enfin voilà. Donc toujours être dans ce rôle de déconstruction qui demande du temps, et c'est vrai que les formats médiatiques très rapides ne le permettent pas. Je sais que moi, de mon côté, je donne plus d'interviews quand il n'y a pas le temps. C'est-à-dire que, et c'est pour ça aussi qu'on apprécie les formats de France Culture, ou de RFI, c'est parce qu'en général, on a le temps d'expliquer les choses. En 3 minutes, on ne peut pas y arriver, on peut pas présenter sa thèse en 180 secondes. Ça me paraît complètement absurde, en fait. C'est la même chose. Et voilà. Donc, et puis, il y a une autre dimension qui, moi, m'est importante, c'est médias publics et médias privés. C'est-à-dire que je considère que voilà, je suis fonctionnaire de l'État français et je travaille essentiellement avec les médias publics, en fait. Oui, Anna Colin. Oui, merci beaucoup pour toutes ces remarques. Vraiment, enfin, c'est vrai que voilà, je suis d'accord avec Françoise, ça nous pose beaucoup de questions, et c'est vrai qu'on a aussi des moments où le sujet est plus à l'ombre, c'est exotique, on a 3 minutes, etc. Là, aujourd'hui, l'Ukraine, il y a des formats à la carte de 1 minute à 1h30. J'aurais tendance à dire que moi, j'ai cherché des astuces justement pour cela, pour éviter des cadrages, chercher à déconstruire les cadrages, mais faire passer le message auprès d'un public plus large. Et par exemple, la lecture du conflit de la première phase de la guerre entre la Russie et l'Ukraine a été souvent soit ethnique, soit linguistique. Donc ça faisait partie des gros clichés à déconstruire. Mais je dirais que Twitter, paradoxalement, m'a semblé a vraiment joué, enfin voilà, les réseaux sociaux en général, mais Twitter en particulier, a joué un rôle extrêmement important en termes de pédagogie. C'est-à-dire que le fait de ne pas répondre à la question qui est posée par un journaliste, mais d'être à l'initiative d'une publication où on choisit ses termes, on choisit le cadrage, on choisit les références, on prend le temps qu'il faut, on écrit un fil illisible de 20 tweets qui se succèdent. Rassurez-vous, on vous a lu. Donc ouais, mais c'est un format très particulier, voilà, c'est un langage aussi très particulier, mais dans lequel, en fait, on donne le cadre et la terminologie qu'on pense être intéressant pour examiner un sujet. Et je vous avoue que ça marche, en fait, ça marche. Et moi, concrètement, voilà une petite astuce cuisine. Je constate aujourd'hui que lorsque je publie, donc j'ai quand même un lectorat assez important sur Twitter. Maintenant, j'aimerais bien redescendre à mes 3000 followers et pour continuer ma vie tranquille. Mais quand je publie quelque chose, une manière de couvrir ce conflit un peu de façon détournée, dans les 12 heures qui suivent, j'ai des appels de journalistes qui me proposent d'intervenir sur ce cadrage-là, avec ces termes-là, et ils sont repris quasiment vous reprenez la main, texto. d'une certaine manière. Voilà, c'est une manière de reprendre la main. Alors c'est vrai que c'est pas confortable pour tout le monde, mais moi je l'utilise. Mais en même temps, à Twitter, on a aussi ceux qui vous insultent, qui vous critiquent, Il suffit de pas lire. Oui, c'est ça. On propose et on ne lit pas les réponses. Oui, Denis Eckert. Je voulais répondre à un aspect de l'intervention de notre collègue sur la disparition médiatique des conflits. Une guerre chasse l'autre. Alors, c'est évidemment une réalité médiatique importante, mais dans le cas précis de la guerre russo-ukrainienne, cette guerre a fait remonter
la mémoire de la guerre civile syrienne et de l'intervention et des modalités de l'intervention extrêmement brutale de l'armée russe en Syrie. Et donc finalement, il y a une réincorporation. Elle a même fait remonter l'intervention américaine en Irak aussi. Et soviétique en Afghanistan. Oui. Donc il y a toute une remontée et il y a une dérégionalisation de la lecture du conflit russo-ukrainien. Et je trouve ça extrêmement intéressant comme processus, même si ça a clairement oblitéré et détourné le regard sur l'Éthiopie. Ou sur le Yémen, on peut dire aussi, effectivement. Oui. Une chose sur les remontées, je trouve ça très intéressant, ces jeux de l'événement. Où est-ce qu'ils sont passés les migrants qui étaient à la frontière polonaise et qui se trouvaient entre la Pologne et la Biélorussie? Oui. Parce que, merci Anne-Simona, une question difficile. Je crois ils ont été rapatriés dans leur pays d'origine pour la très grande majorité. Non. Ils ont été rapatriés, sauf que vous pouvez me donner une référence de quelqu'un qui me raconte un peu ce qui s'est passé. Moi, j'ai jamais vu disparaître des gens de cette façon-là. Et ça amène une autre question, c'est que la couleur de peau de ces migrants n'était pas exactement... enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a toute une dimension raciste. La Pologne a réussi avec le caractère admirable de ce qu'elle fait actuellement avec l'Ukraine, à retrouver une place absolument centrale dans l'Europe et à ce que ne se pose plus la question de l'état de droit par rapport à la Pologne. L'Union européenne a relancé les procédures contre la Pologne comme contre la Hongrie. Oui, bien sûr. Voilà. Non, en tout cas, moi, j'ai juste une question. Il y avait des migrants, il y avait des enfants qui étaient bloqués entre cette frontière. Où sont-ils? Personne ne peut répondre dans la salle. Si. Amit Bezarslan va pouvoir répondre ou poser une question. Je ne sais pas ce que tu veux faire. Ah, c'était la réponse. On va te passer le micro. C'est bien d'avoir des chercheurs dans la salle parce que tout le monde peut répondre à la question qui a été posée. En 2016, Erdogan disait la Première Guerre mondiale n'est pas terminée. Il faut inonder l'Europe d'immigrés. Et donc, d'où cette scène absolument hallucinante qu'on a vue. Et l'année passée, c'était effectivement une stratégie très clairement biélorusse avec l'aval de Moscou. Donc, je pense que cette dimension ne doit pas être oubliée. Pour le reste, une bonne partie de ces réfugiés étaient kurdes irakiens qui ont été rapatriés. Donc voilà. À ma connaissance, il n'y a pas de documents, de recherche. Par contre, on a énormément d'informations sur eux. Donc la littérature grise, en quelque sorte, existe. Françoise Dossé veut dire un petit mot et puis on va passer directement à la table ronde suivante sans faire de pause pour pouvoir continuer au déjeuner. Simplement pour dire qu'en fait, on est très favorablement touché par cette immense vague de solidarité pour les migrants ukrainiens qui arrivent en Europe et dont on a parlé en début de matinée. Et c'est extrêmement important, mais on a aussi tout à fait conscience de ces conditions qui leur sont offertes, qui ne sont pas les conditions offertes à tous les migrants, comme vous le soulignez très justement. Et l'espoir peut-être qu'on peut nourrir, c'est qu'en fait, ce qu'on a été capable de faire pour ces migrants ukrainiens, c'est qu'on soit capable à l'avenir de le faire pour des migrants venant d'autres régions en conflit et d'autres pays. Donc voilà, peut-être que ça permettra aussi d'avancer collectivement dans ce sens. J'avais juste une question, j'avais noté une petite chose quand vous parliez tout à l'heure, Anna Colin-Lebedev, et ensuite on passera à la table ronde suivante. Vous parliez de quelque chose qui est très très intéressant, je trouve, c'est la question de la perte de pertinence du spécialiste au fur et à mesure que la situation évolue. On pourrait croire que vous avez plus de données, vous avez plus d'informations, vous avez plus de reportages, il y a plus de choses qui viennent sur le terrain. Et vous dites, en fait, au bout d'un certain temps, quand on n'est plus en contact direct avec le terrain, on perd un peu de pertinence. Juste sur ce point-là pour conclure. Je crois qu'on est beaucoup d'accord avec ça. Faire du terrain dans notre métier, c'est indispensable. Et c'est le terrain qui nous donne les clés de lecture. Et ça va être au niveau du recueil de données, certes, mais ça va être aussi au niveau du ressenti, des intuitions, des observations que l'on peut faire, des choses qui ont changé, des attitudes qui ont changé, des espaces qui ont changé. Donc en fait, tout ça, bien évidemment, les journalistes n'ont pas le même regard.
parce qu'ils ne cherchent pas la même information. Et surtout parce qu'on ne retourne pas sur les terrains où on est déjà allé, ou très rarement, d'une certaine manière. On n'a pas la pertinence d'aller chaque fois sur le même terrain de travail. Et puis voilà, l'absence de présence régulière sur le terrain fait qu'il y a des choses qui ne sont pas repérables sur un séjour. Et donc, on a absolument besoin d'y être et trouver des moyens d'y être. Et en même temps, qu'est-ce que fait un chercheur sur un terrain de guerre? Ça, c'est aussi une question compliquée. Oui, et pour compléter, dire que si nous, on est en difficulté dans l'accès à nos terrains, il faut aussi rappeler que beaucoup de nos interlocuteurs sur place sont en parfois en très grand danger. Donc, je pense notamment à tous les militants associatifs, à beaucoup de journalistes indépendants et à beaucoup de chercheurs en Russie, là, je parle de la Russie, qui sont en grand danger. Et c'est aussi pour cela que c'est de plus en plus difficile en fait, de travailler. Il faut penser d'abord, peut-être avant tout, à ses collègues en difficulté. Merci à tous les quatre d'avoir évoqué cette question de la façon dont on analyse dans l'instant une situation aussi terrible que celle-ci. On va changer à vue, on va changer la table. Et on se retrouve dans 5 minutes avec les autres invités.